Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo rétrospective sur les séries animées, parce qu'il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on vous avait fait une vidéo sur les séries des années 80-70 qui avait très bien marché. Et là, on vous réalise donc une deuxième vidéo, mais cette fois, on va vous parler des séries animées des années 70-80, parce qu'on en a eu un nombre incalculable, on était très gâtés dans notre jeunesse. Voilà, nous les 40, cinquantenaires, on a été envahis de dessins animés japonais et françaises aussi dans ces années-là. Donc cette vidéo va être un hommage à tous ces dessins animés qui ont chéri notre cœur. Tu es prêt mon frère? Super, c'est parti. Donc c'est parti pour la vidéo rétrospective numéro 2. Première série animée de notre rétrospective. Alors là, on va commencer par un gros morceau, un très gros dessin animé qui a chéri toute notre génération. Et cette série est Goldorak. De son vrai nom, UFO Robot Grandizor. Donc c'est une série qui est arrivée en France en août 78, où il y a eu 74 épisodes. C'est produit par la Toei Animation. Tiré des mangas de Gonade. Donc c'est une série comme ça qui a chéri toute une génération, les 40-50naires. Là on est tous fans, vous voyez. Moi j'ai mon pendentif, David a son t-shirt. Et c'est vraiment le dessin animé qui a chéri toute une génération, qui nous a fait complètement transporter sur notre planète. Parce que bien avant Goldorak, on avait que des dessins animés 100% français. On avait Aglaé et Sidonie, on avait Chapi Chapeau, on avait Nounours. Et bien avant ça, donc on n'avait pas de dessins animés comme ça, où on avait des super-héros comme ça qui arrivaient d'autres planètes avec des envahisseurs qui n'avaient qu'une chose en tête, c'est de détruire la Terre. Donc quand ce dessin animé est arrivé en France, et en plus, c'était le premier manga, première animation japonaise qui arrivait en France. Donc, je peux vous dire, c'était un électrochoc pour la jeune génération de l'époque. C'est à ce moment-là que la Goldorak Mania a commencé à envahir la France. Donc, c'était vraiment très fort. Avec en plus, l'histoire avait vraiment des symboliques très fortes. Je sais pas si tu t'en dis. Bah, moi, c'est comme tu dis, voilà, c'était très prenant. Et en plus de ça, il y a une évolution dans la série. Hein, on commence avec un seul personnage et ensuite on continue avec Alcor, avec tous les autres personnages. Et puis sur une conclusion finale, en fait, il y a un début, un milieu, une fin. Donc vraiment, c'est à la fois un feuilleton et une série. En fait, un mélange des deux. Et c'était passionnant quand même. Bon, pour les personnes qui connaissent pas Goldorak, parce que on sait très bien qu'il y a des petits jeunes parmi vous. Donc Goldorak, ça suit les aventures d'un extraterrestre qui arrive, enfin qui s'écrase sur Terre, qui est au nom, qui s'appelle Attarus, donc qui a fui sa planète natale parce qu'elle était attaquée, même détruite par les forces de Vega. Et donc Attarus arrive sur Terre et est pris sous l'aile du professeur Potion, donc qui le considère comme son fils. Et Attarus va attaquer les forces de Vega, enfin va défendre la Terre des forces de Vega avec son grand Goldorak, donc un robot géant de 30 mètres de haut, à peu près les tailles d'un immeuble. Et cette série est franchement très riche, je vous dis. Avant, la génération avait que des dessins animés un petit peu inoffensifs, très beaux, mais inoffensifs. Et là, d'un seul coup, on avait un dessin animé qui nous galvanisait avec des combats de robots géants,
avec un Goldorak qui était magnifique. Vous voyez, je l'ai en bas là, mais voilà. Attendez, je vais vous le prendre. Ouais, vous le connaissez, mais bon, voilà. Avec un magnifique Goldorak, vous voyez comme il est magnifique. Le design du robot est vraiment, vraiment magnifique. Et c'était extraordinaire à l'époque. On n'avait pas du tout ce genre d'animation qui arrivait en France. En plus, c'était une animation japonaise, donc une animation très dynamique, qui bougeait très rapidement, avec des couleurs partout. Et puis une animation complètement nouvelle, voilà, vraiment très beau avec des grands yeux, enfin l'animation japonaise. Et en plus il y avait des valeurs sûres dans cette série, voilà. Atarius était là pour défendre la planète bleue, donc il y avait un petit côté écolo. Oui. Oui, et puis moi je reviendrai plus sur l'animation parce qu'en fait il y a des petits défauts, hein, si je peux faire le parallèle. C'est que en fait il y a 3 styles de dessin on a l'impression qu'ils ont joué avec plusieurs studios. Il y avait 3 équipes qui travaillaient en même temps. Et puis pour la petite légende, tout au début de la série ils ont travaillé sur des studios thaïlandais pour que ça coûte un peu moins cher, je pense. Et malheureusement, ça se ressent dans les quelques premiers 5 épisodes. L'animation est pas très jolie, c'est pas bien fini. Enfin voilà, tout ça n'est pas extraordinaire. Et par la suite, ça va s'arranger. Même s'il y a pour moi un quart de la série, ça représente à peu près une vingtaine d'épisodes où l'animation est de toute beauté, vraiment très travaillée. On voit tout de suite la différence qu'il y a entre les différentes animations. Je sais pas, c'était peut-être fait aussi dans la précipitation. Sinon, en dehors de ces petits défauts d'animation, l'histoire colle, tous les personnages sont extrêmement attachants, voilà. Et puis comme tu dis, ça délivre énormément de valeurs, l'amitié, le bien-être, et puis voilà quand même, ce qui fait tout la richesse de l'humanité, voilà. Et oui, effectivement, comme tu disais, donc il y avait 3 équipes qui travaillaient en même temps, donc ça se voyait d'ailleurs. Hein, il y avait parce que les Japonais avaient tendance à travailler très rapidement. Et quand tu travailles dans la précipitation, excusez-moi, t'as tendance à mal faire tes dessins ou à mal finir tes dessins. Et c'est vrai que dans les premiers épisodes, Goldorak, des fois, il a une sale gueule, quoi. Et quand on tapait dans la 2e ou la 3e équipe, là, on avait des animations complètement différentes. Les yeux n'étaient pas les mêmes. Les visages étaient complètement différents. Donc, on avait une équipe qui travaillait mieux que l'autre. Enfin, où l'animation était différente. Donc, la qualité n'est pas la même pendant tout le long du film, de la série, je veux dire, excusez-moi. Mais bon, ça n'enlève pas le charme qu'a la série Goldorak, parce que voilà, ça apporte énormément de valeur, parce que à l'époque, les parents, quand ils ont vu débouler cette première série japonaise, ont eu peur, parce que pour les parents, c'était violent. Hein. Je vous dis, on sortait avec le Sidonie, on sortait de Nounours, donc ce genre d'animation pour les gosses, ça n'existait pas. Hein, voilà, ça n'existait qu'au Japon, mais absolument pas en France. On n'avait même pas idée qu'il y avait des séries comme ça qui étaient créées au Japon. Le manga était complètement méconnu en 78. Et les parents ont eu complètement peur, mais à la fois, il y a de la violence, il y a encore de la violence assez maîtrisée, quoi. Modérée, hein. Mais à la fois, ça a apporté énormément de valeur, parce que voilà, il y a un côté écolo avec Atarius qui veut absolument qui veut absolument défendre la Terre de l'invasion de Vega, pour pas que ça soit la même chose que ça soit la même chose que sa planète de Vega, de Euphor, voilà. Ah, j'ai un peu du mal au jeu ce matin. Donc ça a apporté quand même énormément de valeur. Moi, ce que j'aime bien dans Goldorak, surtout dans la version française, c'est que les méchants, ils ont tous des noms de dieux grecs. Voilà, donc Idiargos, Horos, le grand stratégaire, enfin... Voilà, les méchants ont des noms bien, des guerriers presque, ou des dieux grecs, et les gentils, eux, ont plus de noms de planètes ou d'étoiles, donc Vénusia, Rigel, voilà, donc des noms de planètes. Et Actarus aussi. Oui, attends, ouais, enfin Actarus, je sais pas si c'est une planète. Si, je crois que c'est une étoile, je crois. Ouais. Et donc ça a apporté énormément de valeur comme ça, et c'est une série comme ça, quand je vous disais en début de vidéo, qui a
complètement cartonné. Voilà, les 3-4 premiers épisodes ont été balancés en mois d'août. En plus, Antenne 2 n'y croyait absolument pas parce que c'était une série qu'ils avaient achetée pour une bouchée de pain. Ils y croyaient absolument pas. Ils ont balancé ça en fin août pendant que toutes les personnes étaient parties en vacances, les gamins étaient sur les plages. Mais non, que nini, Goldorak est arrivé, ça a fait un carton monumental. Antenne 2 a commandé très rapidement des nouveaux épisodes parce que Goldorak au Japon était un des derniers robots de Gonadai dans la trilogie de Gonadai. Donc c'était fini là-haut et très rapidement les Français ont commandé des nouveaux épisodes parce que c'était une série qui a cartonné quoi. Voilà, c'est même Goldorak a eu droit à un article dans Paris Match à l'époque qui le comparait à Hitler, un truc complètement dément. Enfin bon bref, les mecs ils partaient loin des fois, comparaient à un robot d'une série animée avec un monstre comme Hitler. Enfin bon bref, c'était vraiment, vous voyez la peur qu'avaient les adultes avec cette série animée japonaise qu'on connaissait absolument pas. Donc voilà, t'as un dernier mot à dire sur Goldorak? Oui, pour finir, on va dire que après ces 74 épisodes des séries, il y aura 4 téléfilms, je crois. C'est ça. Qui a été fait. Enfin, 2 sur Mazinger, je crois. Mazinger et Mazinger Z. En guest star Goldorak, et puis 2 autres qui étaient des films consacrés à Goldorak. Qui sont ressortis dans la collection Goldorak, d'ailleurs, dans un super coffret. Et dans des animations retravaillées, par contre, au niveau de la colorimétrie et puis au niveau de la réalisation, ça a été retouché. Mais bon, tout ça y est ressorti et dans une très très belle collection. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur le monument Goldorak, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On était en 78, les gamins étaient complètement fous. Il y a eu un Goldorak mania qui arrivait très rapidement, donc il y a eu des produits dérivés qui arrivaient dans les commerces, les t-shirts, les verres de moutarde, un nombre incalculable un Goldorak de 30 mètres de haut qu'on avait chacun un d'ailleurs. Enfin bon, bref, voilà, Goldorak est de loin, dans les séries animées 70-80, et de loin le plus grand monument. C'est vraiment un dessin animé qu'on adore et que toute une génération adore. Voilà. Deuxième série de notre rétrospective, alors là c'est une première collaboration franco-japonaise, donc une série qui est passée sur France 3 où il y a eu 26 épisodes, donc cette série est Ulysse 31. Alors là c'est la bombe atomique parce que d'un côté on a un scénario français, de l'autre une animation japonaise, et franchement là c'est topissime parce que le dessin animé est tiré du roman d'Homère, voilà, Ulysse, bon, vous connaissez tous à peu près l'histoire, parce qu'il y a eu 3, le film avec Brad Pitt qui est sorti il y a quelques années, donc vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc nous suivons les aventures d'Ulysse, donc ça se passe au 31e siècle. On suit les aventures d'Ulysse, donc qui part avec son vaisseau spatial et ses compagnons rejoindre sa femme sur sa planète natale. Et sur son périple, il va rencontrer le Cyclope sur une planète, voilà, le Cyclope qui a deux doigts de sacrifier des jeunes garçons et des jeunes filles pour son énergie, voilà, un espèce de monstre comme ça avec un œil qui a besoin je sais pas comment dire ça. Prendre leur énergie, quoi. De prendre leur énergie pour pouvoir vivre. Et Ulysse va le détruire, et malheureusement c'est une créature des dieux, et les dieux vont décider de se venger d'Ulysse et va le maudire en le faisant errer dans les humbles de l'Olympe. Donc Ulysse va être obligé de passer un nombre incalculable d'obstacles pendant son voyage. Donc c'est une série qui est très très bonne. L'animation est toute beauté là, pour une fois par rapport à Goldorak, on n'a pas eu 3 équipes qui ont travaillé sur cette série, mais une. Voilà, on le voit nettement pendant tout le long de la série qu'on n'a qu'une seule animation. On a un scénario français, et franchement là c'est vraiment de la bombe atomique. Je sais pas si tu as à dire. Moi sur la série, je vais revenir sur l'animation. Il y avait des petites incompréhensions entre les Japonais et les Français, qui étaient producteurs et puis exécutifs.
parce que il voulait que les Japonais fassent un dessin moins japonais, c'est-à-dire un peu plus européanisé, enfin on va dire occidental. Donc des yeux moins ronds, voilà, un dessin un peu plus axé pour nous. Ouais, des visages un peu plus moins ronds, mais plus allongés. Mais moins allongés, par exemple. Voilà. Bah, si. Enfin, il y a parce que les yeux étaient plus ronds chez eux, plus écarquillés, donc tout ça, c'était des codes du dessin japonais. Et en France, c'est pas du tout pareil, donc pour éviter peut-être choquer ou déconcerter un petit peu le public occidental, ben voilà, ça a été retravaillé à la sauce de chez nous, quoi. Donc voilà, donc il y avait cette animation, et puis toutes les techniques que les Japonais apportaient aussi, hein. Parce que comme Chapelain disait dans ses commentaires, qu'il n'avait jamais vu des techniques de travail pareilles. Il travaillait le verre, par exemple, pour faire des effets spéciaux, le dessin poché, par exemple, les couleurs pochées comme ça, les peintures pochées. Enfin voilà, il y avait toute une technique de lumière aussi qui traversait le dessin. Enfin voilà, il avait jamais vu ça auparavant. Et c'est vraiment une très très bonne collaboration franco-japonaise qui apportera beaucoup à l'animation par la suite, mondiale. Ouais. Et comme tu disais, ouais, c'est une bonne remarque. Les Français et les Japonais étaient toujours en permanence en train de dialoguer parce que les Japonais à l'époque n'arrivaient pas trop à décerner, enfin à savoir ce que voulaient réellement les Français, parce que en général les Japonais à l'époque, le pays du Japon était assez renfermé sur eux-mêmes, ils faisaient leur manga de leur côté, et là c'était vraiment la première collaboration franco-japonaise, donc avec un pays étranger, et ils étaient en permanence en train de dialoguer entre eux pour savoir ce que voulaient réellement les Français, donc Jean Chalopin dans son histoire, parce que voilà, pour eux c'était assez compliqué d'adhérer au scénario européen, enfin au scénario français, donc voilà, ça a été quand même assez compliqué, mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir une super série qui lorgnait beaucoup du côté de Star Wars, parce que faut se remettre dans le contexte de l'époque. En 77, Star Wars était sorti, et donc et quand on voit Ulysse 31, franchement, on voit que des rapprochements à Star Wars. L'épée d'Ulysse, par exemple, qui sort, qui est un sabre laser. Notre petit robot, c'est R2D2. Les compagnons, ils sont habillés de la même manière. On pourrait les comparer un petit peu aux Star Troopers, aux Troopers. Ou plutôt Star Trek, je dirais, le costume de Star Trek. Ou Star Trek, voilà. Donc on sent vraiment les grosses influences des grosses sagas science-fiction de ces années-là. Donc qui en fait encore quelque chose de plus riche. Bon, on va parler vite fait de la musique qui est extraordinaire, voilà, voilà, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça, la musique? Bon, parce qu'il y a tellement de thèmes intéressants, à la fois héroïques, romantiques, marche militaire. Oui, marche militaire aussi, donc c'est tellement riche, mais ça, je le garde pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc on a une très très bonne musique, et donc Ulysse 31 est sorti chez nous, donc en 1981 sur FR3, et c'était un dessin animé qui était diffusé juste avant les jeux de 20h, donc on avait droit à 5 minutes tous les soirs, et en fin de semaine, le dimanche, on avait droit à l'épisode entier, donc de 26 minutes, et franchement c'était notre petit bonbon sucré avant d'aller dormir, parce que à l'époque les enfants dormaient entre 8h30 et 9h, malheureusement maintenant les enfants ont tendance à se coucher beaucoup plus tard, et donc c'était notre petit bonbon sucré, parce qu'on partait au lit, on allait faire de très très beaux rêves, grâce à Ulysse on allait s'échapper au fin fond de l'espace, parce que c'était vraiment une série vraiment très très riche. Là, la collaboration franco-japonaise, c'était du tonnerre. D'ailleurs, qui va être refaite dans quelques temps après, mais bon, ça, on va en parler après. Donc, Ulysse 31 a été un très très gros monument en termes de série animée pour nous, les quarantenaires. Voilà, nous, on a eu beaucoup de chance dans ces années-là. Un dernier mot à dire? Peut-être aussi. Voilà. Donc Ulysse 31 est un excellent série animée des années 80. Voilà. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Troisième série de notre rétrospective. Alors là, c'est un dessin animé qui fait beaucoup pleurer, voilà, qui a traumatisé toute une génération, mais une série qui est très très belle, encore tirée d'un
d'un roman, d'une histoire, d'un roman. Et cette série est Rémi sans famille. Alors là, c'est une série, comment vous dire, il ne faut pas être dépressif pour regarder cette série, parce que pendant tout le long de la série, on a pratiquement un personnage qui meurt par épisode. Presque. Mais ça n'enlève pas que cette série est vraiment très riche. Donc c'est tiré d'un roman de Sans famille, donc un roman qui a été tiré par, je ne sais plus le nom du monsieur, excusez-moi, j'essaierai de le marquer en bas de l'image. C'est une série que j'adore parce que d'une part j'adore l'animation. Alors là on a presque par moment une animation un peu de tableau italien, voilà, des grands personnages comme ça, avec des grands traits de crayon. Voilà, les personnages, par exemple, les adultes qui apparaissent dans cette série sont gigantesques par rapport aux enfants. Je sais pas, mais à chaque coup que je vois cette série, on a les personnages, ils ont des corps super imposants, des têtes un peu plus petites, mais voilà, on a l'impression que les adultes, ce sont des dieux, quoi. Et j'adore l'animation de cette série, voilà, on a des grands traits de crayon. Des fois, moi, ça me fait penser à des tableaux italiens, voilà, comme tu disais, c'est un peu fait au pochoir, etc. Donc aussi peut-être dessiné par sur verre, etc. pour les décors de fin du fond, parce que au devant de l'image, on a les personnages et derrière, souvent, on a les décors défilants. Les décors qui défilent, c'est magnifique, c'est une animation que j'adore. Voilà, c'est pareil, par rapport à Goldorak, là, il n'y a pas eu 3 équipes aussi qui travaillaient, mais une seule équipe, donc l'animation est pareil tout le long. C'est donc, on reprend l'histoire de Sans famille, donc de Rémi, cet orphelin qui a été recueilli par Madame Barberin. Madame Barberin va manquer d'argent, va être obligée, en tout cas c'est pas elle, mais plutôt son mari, qui va revenir de Paris, qui va être obligé de vendre Rémi à Maître Vitalis, donc un vagabond, un joueur de harpe, voilà. Et Rémi, pendant tout le long, quasi totalité de la série, va vivre avec Maître Vitalis, donc au début qui est un homme assez dur. Et il va considérer au bout d'un moment ce Maître Vitalis comme son propre père. Et il va lui arriver des tas d'embûches, à la fois marrantes, mais aussi très très tristes, parce que je vous dis, il ne faut pas être dépressif pour regarder cette série, parce que vous allez être très très mal. Mais la série se tient, on a 55 épisodes, si je dis pas de bêtises. Non, 51 épisodes exactement. Mais c'est une série qui est vraiment très très riche, parce qu'elle porte énormément de choses symboliques, voilà, le courage, la force de soi, enfin bon bref, voilà, ça c'est des valeurs qui sont très énormément de valeurs. C'est une série que j'adore. Je sais pas, qu'est-ce que tu as à en dire? Bah, moi, je vais revenir aussi sur l'animation. Donc il y a les moments suspendus dans les séries purement japonaises, parce que cette série est une série totalement 100% japonaise. Il n'y a pas de scénario français derrière. Il n'y a pas de producteur français derrière. Il n'y a pas Jean Chapelain. Donc pour moi, ce qui me plaît dans cette animation, c'est qu'il y a les moments de temps mort comme ça. Et alors il y a juste des fois il y a juste un chapeau ou une plume qui bouge et ça fait marcher une imagination du gamin en fait. Et c'est l'écriture totale, enfin c'est l'animation totale des Japonais. Ils sont friands de ça. Des fois, par exemple, dans une séquence, vous allez voir dans un œil juste un petit peu de tremblement comme ça. Et on va savoir que le personnage. Des larmes aussi. Oui. On a l'impression que c'est des. Et quand il pleure. Hein. C'est limite. Voilà, c'est des robinets ouverts, quoi. Ouais. Et puis donc ces moments suspendus te fait comprendre la situation que se trouve le personnage en fait, que ce soit des moments de joie, des moments de tristesse, etc. Donc, les moments suspendus sont très très soutenus dans les séries japonaises, dans les mangas japonais, qu'il n'y a pas dans les coproductions françaises. Ulysse 31, c'était ça. Il y avait des moments suspendus, mais pas énormément. Et là, c'est totalement ça. Et puis aussi, comme tu disais, toutes les couleurs au pochoir, ce style italien, renaissance italienne, de toutes ces peintures, donc très prononcé. Donc rien que pour tout ça, c'est une grande série, quoi. Et rien que carte postale, parce que Rémi traverse toutes les villes de France, parce que voilà, il part sur les chemins avec le Maître Vitalis, je crois aussi. Et franchement, c'est un vieux Paris qu'ont très très bien retranscrit les Japonais, parce que à l'époque, je vous dis, le Japon était refermé sur eux-mêmes. Faire une série sur
sur la France, parce que Rémi se passe en France. Franchement, ils ont représenté un très très beau Paris. On va parler très rapidement aussi de la musique. Bon, même si c'est David qui va vous parler beaucoup plus en profondeur dans une de ses prochaines vidéos. Mais voilà, la musique enveloppe encore la belle animation de ce dessin animé. On a encore des musiques de toute beauté. Parce que maintenant, ce que je trouve dommage maintenant dans les nouvelles séries modernes, c'est que la musique n'est plus aussi présente que dans les séries animées que nous on a pu avoir étant gamin. Même s'ils sont encore bonnes, mais ça accompagne quand même l'ensemble. Et il n'y a pas cette petite touche qui fait qu'on la reconnaît tout de suite à l'oreille, quoi. Et donc on a une musique comme ça qui enveloppe toute la série tout le long, qui est d'une beauté hallucinante. Et je vous dis, on suit avec merveille les aventures de Rémi comme ça sur ce chemin. Alors je pense que à la fin de la série, avec tout ce qui lui est arrivé étant gosse, je pense que le mec il est prêt pour la vie, quoi. Il est prêt pour prendre la vie à bras de corps, parce que le mec le mec il aura souffert, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la série Rémi sans famille. C'est une série qui a chéri nos cœurs, nous de quarantenaires, voilà. Alors, petite anecdote, voilà, nous, David et moi, on s'appelle Rémi, voilà, R-E-M-Y, sauf que là, ça finit par un I, mais par un Y. Et je peux vous dire que quand la série est passée, quand on était à l'école, vous êtes Rémi sans famille, vous êtes sans famille, et ça, on nous l'a fait 150 millions de fois. Hein. Ça et les envahisseurs. Et ça et les envahisseurs, alors là, voilà, c'est... Voilà, on avait deux séries qui passaient à peu près en même temps, donc voilà, nous on n'était pas vernis. Mais bon voilà, Rémi sans famille à l'école, on nous l'a fait 150 millions de fois. Donc voilà, c'était une petite anecdote un petit peu marrante, voilà. Mais voilà, si vous devez voir au moins une série animée, parce que pour ma part, c'est une des séries des années 70-80, et on en a eu énormément, que je préfère. Voilà, Rémi, ça apporte énormément, il y a énormément dans la série. De valeur, donc, je sais pas, t'as un animal? Moi, je vais parler vite fait pour finir de la voix de celui qui fait celui qui raconte l'histoire. Ouais. Comment il s'appelle déjà? C'est le doubleur, c'est le grand Jean Topard. Topard, voilà. Voilà, qui fait aussi la voix des dieux dans Ulysse 31, voilà. Donc cette voix particulière du théâtre, parce que c'est un comédien à la base, un comédien de théâtre. Oui, voilà, qui a fait beaucoup de théâtre et un peu de cinéma, et qui fera par la suite aussi l'école du doublage. Donc ça, c'est un grand monsieur, quoi. Ah oui, très très grand monsieur. Donc de toute façon, sa voix, on peut pas passer à côté. Jean Topard, on la reconnaît automatiquement. Oui. Donc voilà. Pour en finir, voilà, c'est une série qui est vraiment très très riche, très très belle. Donc Rémi sans famille, vraiment très très grand monument de l'animation japonaise des années 70-80. Quatrième série de notre rétrospective. Alors là, c'est une série japonaise marrante. Voilà, on se marre en voyant les péripéties de ce jeune garçon. Et cette série est Tom Sawyer. Alors là, c'est une série que j'adore, que j'ai revue il y a pas longtemps d'ailleurs. Dans ses 50... attendez, Tom Sawyer, il y a eu 49 épisodes. Voilà. Que j'adore, voilà, on suit les aventures de Tom Sawyer, un jeune garçon qui n'arrête pas de faire des bêtises, voilà, qui n'aime pas l'école, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est de faire des bêtises avec son meilleur ami Huck. Et c'est une série japonaise, alors, cette fois, qui n'a pas du tout de scénario française derrière. C'est tiré de deux romans, voilà. D'un côté, c'est tiré du roman de Huckleberry Finn, et de l'autre, c'est tiré du roman de Tom Sawyer. Et là, les Japonais ont mélangé les deux et ont fait un mix. Et ça a débouché sur Tom Sawyer, donc une série animée qui est vraiment très très belle, même si par moment l'animation... ouais, ça peut laisser un peu désirer. Ouais. L'animation était pas top par rapport à Ulysse ou à Goldorak ou on a fait quoi aussi Rémi. Voilà, là on est vraiment dans une animation, un peu moyenne, voilà. On a des fois des pieds ou des mains qui sont pas super bien dessinés, mais bon, ça n'enlève pas que c'est une très très bonne série. Encore une fois, on a de valeur, même si c'est une série animée beaucoup plus légère, beaucoup plus écolière. Voilà, on suit vraiment les aventures d'un gamin qui n'arrête pas de faire des conneries, qui n'aime pas l'école, qui
qui passe son temps à prendre des coups de fouet sur le cul. Enfin bon bref, voilà, on est vraiment dans une série animée beaucoup plus légère, mais ça n'enlève pas qu'on s'amuse très très bien. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, moi, comme tu dis, c'est une série très très marrante, comme ça, très légère. Mais en même temps, au milieu de la série, on va se retrouver dans une vraie aventure, parce qu'il y a en fait un grand personnage, un grand bad guy qui va arriver, c'est Joe l'Indien. Et Joe l'Indien est un tueur, enfin on suppose. C'est un vagabond. Ouais, c'est un vagabond. On le sait à la fin. Ouais. Mais donc Tom et puis Huck va se retrouver dans cette aventure de meurtre. Oh, je sais pas si vous avez l'intention de voir la série, mais en tout cas si vous la regardez, on vous spoil pas. Donc il y a cette grande aventure qui va arriver au milieu de la série. Donc la première, c'est plutôt des petites scénettes, des petites aventures comme ça qui s'enchaînent sur le quotidien, en fait, le quotidien du personnage. Et ensuite, on tombe sur une grande aventure. C'est bien segmenté quand tu vois la série. Et tu tombes sur cette grande aventure avec Joe l'Indien. Et puis tous ces meurtres et tout ça. Donc c'est quand même dans une série d'aventures, dans la deuxième partie. Et comment dire, et c'est pareil, en revenant un petit peu sur le score. Le score, c'est pareil, c'est des musiques c'est une structure comique cette fois-ci. Alors, beaucoup de thèmes très comiques, très américanisés aussi, parce que on a surtout des tons très de l'époque, quoi. Ça se passe à la fin du 18e à peu près. Et on a beaucoup de Roland, de jazzy un petit peu. Oui, funky, pas funky, folk, je veux dire folk américain. Folk, qui des tons qui nous fait penser à la Nouvelle-Orléans, etc. Donc voilà, un petit peu carnaval, etc. Et on a vraiment encore une fois une musique qui est très très prenante, enfin qui est presque un personnage central de la série, presque aussi important que Tom ou de Huck par exemple. Donc on a encore une fois cette musique qui enveloppe la série, qui nous apporte de la joie, comme de la tristesse ou comme de la de l'humour, enfin qui nous fait sourire. Et c'est comme tu disais, voilà, on a des petites scénettes où on voit des épisodes comme ça, des épisodes où ça se passe sur Tom qui fait des petites bêtises, et puis au bout d'un moment, comme tu dis, on a une grande partie où on a une partie aventure, même un petit peu thriller aussi. Voilà, un petit peu thriller avec l'entrée de Joe l'Indien, donc le gros méchant de la série, qui est très très bien d'ailleurs. On dirait un espèce de Darth Vader, mais bien avant l'heure, sauf que là il a une tête patibulaire. Voilà, franchement, on le croise dans la rue, on n'a pas envie. Il est taciturne, il parle pas, quoi. Voilà, il parle pratiquement pas. Le mec, il parle plus de son couteau qui est de sa voix. Donc, franchement, on le croiserait dans la rue, on aurait peur. Et franchement, c'est une série, encore une fois, qui amène encore énormément de valeur au jeune public, parce que à l'époque, on avait beaucoup de séries animées, mais qui étaient intelligentes, qui n'est pas le cas de nos jours, parce que voilà, j'ai rien contre Bob l'éponge, par exemple. Mais j'ai eu la chance de regarder quelques épisodes. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bébête. Voilà, je sais que parmi vous, il y a des grands fans de Bob l'éponge, parce que voilà, maintenant Bob l'éponge a 15-20 ans. Donc voilà, maintenant, il y a certaines personnes parmi vous qui a été élevées par Bob l'éponge. Et attention, j'ai rien contre Bob l'éponge. Mais si je fais la comparaison entre les dessins animés que nous, on a eu dans notre jeunesse, donc il y a 40 ans en arrière, et les dessins animés de maintenant, à l'époque, les Français étaient énormément derrière les séries, parce que ils n'achetaient pas n'importe quoi, parce qu'ils auraient pu prendre toutes les séries qui venaient du Japon pour les diffuser sur la plateforme, mais ils regardaient avant les valeurs. Dans un premier temps, oui, ils choisissaient beaucoup leurs séries, mais après, dans la deuxième partie des années 80, ils achetaient un peu n'importe quoi, surtout la période de la 5, de la M6. Ils achetaient n'importe quoi, enfin tout ce qui venait du Japon était bon à diffuser. Et justement, il y a ces valeurs qui disparaissaient un tout petit peu, parce que là c'était la rentabilité. Donc voilà. Et donc on avait quand même les Français qui étaient quand même beaucoup derrière, qui regardaient les séries et qui faisaient attention à ne pas mettre n'importe quoi sur les ondes. Et Tom Sawyer en fait encore partie. Voilà, c'est une série qui est riche en aventure. On a vraiment de tout. On a
On a, voilà, c'est éducatif aussi pour les enfants. Alors, il y a un truc que je voudrais bien dire, c'est que quand j'ai vu la série il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, c'est un truc qu'on verrait plus maintenant de nos jours, malheureusement, avec la société malade où on vit. C'est que je sais ce que tu veux dire. Ouais. C'est que Les Tom, sévices corporels, c'est ça? sévices corporels, voilà, parce que Tom, à chaque coup, comme c'est un gamin qui arrête pas de faire des bêtises à l'école et qui n'apprend pas ses leçons, t'as le prof qui est un tortionnaire là-dedans, qui passe son temps à fouetter sur les fesses Tom. Voilà, il passe son temps à se prendre des coups de fouet, un coup de fouet sur les fesses. Et à l'époque, dans les années donc 80, ça passait à l'as. Voilà, les parents n'allaient pas gueuler sur les réseaux sociaux en disant oui, c'est scandaleux de voir ça, on n'a pas à faire montrer ça à nos enfants. Ça passait crème. Et on voyait le prof, il était en permanence, surtout dans les premiers épisodes, en permanence en train de fouetter les fesses de Tom parce qu'il arrêtait pas de faire des conneries. Ouais, bah, c'est pas seulement, des fois il faisait pas de conneries, ça prenait quand même. Donc... Et c'est là où on voit la différence entre la période où on vit et la période des années 70-80, parce qu'à l'époque on était libre de faire montrer ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Parce que les parents étaient peut-être un peu plus intelligents, ou les médias plutôt étaient plutôt plus intelligents, parce que on s'offusquait on se fusquait pas pour un rien à l'époque. Voilà, ça passait, quoi. Et je peux vous dire que quand on voit les photos et le prof en train de maltraiter Tom en permanence, je peux vous dire que ça on le verrait plus dans un dessin animé. Donc voilà, t'as un dernier mot à dire sur Tom? Non, t'as tout dit, super. Donc encore une fois, on a eu droit à une très très bonne série qui a très très bien marché. Je crois que c'était passé à l'époque sur Antenne 2, voilà, qui a bien marché auprès du jeune public. Donc voilà, Tom Sawyer est encore un autre monument très important de notre génération. Voilà. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Cinquième et dernière série de notre rétrospective. Alors là, c'est pareil, c'est un gros morceau. C'est une série animée que beaucoup aiment parce que c'est pareil, elle porte énormément de valeur et c'est une très très bonne série. Et cette série est Les Mystérieuses Cités d'Or. Alors, encore une fois, c'est une collaboration franco-japonaise. Jean Chalopin est encore derrière au scénario parce que voilà, Ulysse 31 était la première collaboration. Ça avait très très bien collé avec l'équipe japonaise et Chalopin a décidé donc de produire et de scénariser une nouvelle série. Et là, on va dire carrément, c'est une des meilleures séries de cette période, là qui apporte énormément d'histoire, énormément d'aventures. C'est vraiment, alors là, pour le coup, une des meilleures séries où il y a plus de thématiques. Donc nous suivons les aventures de Esteban, Tao et de Zia. Non, Zira, c'est la planète des singes. Zia. Voilà. Zia. Et ces enfants vont partir à la recherche des cités d'or. Donc ils vont être accompagnés de Mendoza, qui est un Espagnol, parce que la série se passe dans la période des conquistadors. Voilà, Nouveau donc, monde, à la découverte du nouveau monde. Et à l'époque, on savait très très bien que les Espagnols étaient assoiffés d'or. Ne voulait aller à ce moment-là, bon, t'avais Christophe Colomb qui n'avait pas encore découvert les Amériques, mais enfin quoi, si, ça se passe après la découverte des Amériques par Christophe Colomb, donc on avait les Espagnols qui étaient déjà installés dans le Nouveau Monde, mais à cette période-là, les Espagnols étaient attirés par l'or, ils n'avaient que ça en tête, c'est d'aller récupérer de l'or, et en Amérique du Sud à cette époque-là, c'était jonché d'or. Et donc, ces trois enfants vont être accompagnés de ces trois Espagnols. Donc, il y a Mendoza, comment ils s'appellent les deux comiques. Enfin bon, bref, par deux comiques. Voilà. Ça, c'est de la vieillesse, les mecs. Hein. Vieillissez pas. Hein. c'est de l'improvisation aussi. Voilà.
Et donc ils vont tous les 6 ils vont partir sur à la recherche des cités d'or. Donc c'est une série qui est vraiment très très bonne. Alors là, encore une fois, on a une très très belle animation, très dynamique, très colorée. On a l'histoire qui est là parce que là, on part de l'Espagne parce que le premier épisode ça se passe à Barcelone. Mendoza recherche Esteban qui est tout bonnement le fils du soleil, donc on suppose dans l'histoire que c'est, oui, voilà, le fils du soleil, le fils d'un dieu. Et Mendoza va récupérer le talisman de Esteban parce que autour du cou de Esteban a une espèce de croissant de lune là où il lui manque un petit morceau qui est en fait une des clés qui va ouvrir une des cités d'or parce que dans la série, il y a plusieurs cités d'or. On n'en voit qu'une dans la série, mais il y en a plusieurs. Et il y a une deuxième clé qu'il faut récupérer, qui est là portée par la jeune fille qui s'appelle Zira. Non, pas Zira. Moi, ça, on va y arriver. Hein. Zia, voilà, qui a le deuxième clé, donc le deuxième pendentif qui est identique. Et ces 6 personnages vont donc partir à la découverte des cités d'or. Donc au début, ça se passe donc en Espagne. Ensuite, après, ça se passe chez les Incas, en Amérique du Sud, chez les Incas. Et là, franchement, on a les temples, on a l'histoire Inca, on a vraiment de tout, c'est très très riche. Voilà. En plus, c'est doublé d'aventures parce que il y a souvent des attaques des Espagnols parce que on a, comment s'appelle, le gouverneur Pizarro qui veut absolument mettre la main sur les cités d'or. Donc, on a énormément d'aventures. On a aussi de l'amitié. Donc, c'est très très riche en thématiques. Je sais pas si tu as à dire. Moi, je vais surtout parler des petits commentaires qui est en fin de feuilleton. Ah oui, en plus. Oui. Parce que ça, c'était une commande des Français. Les Japonais voulaient faire une simple série normale, quoi, en fait, voilà. Et eux, les Français voulaient absolument éduquer un peu les enfants sur l'histoire, la géométrie, enfin, l'histoire du monde. Donc, ils ont rajouté ces petits documentaires en fin, de 2 minutes, qui durent à peu près 2 minutes, oui, voilà, sur le courant de l'histoire, bien sûr, hein, ça a toujours un rapprochement, et ça racontait le folklore, ça racontait l'histoire du pays, c'était très 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 éducatif. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur la nouvelle série qui est sortie au début des années 2000. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi toute cette technique qui était reprise plus ou moins de Ulysse 31. Donc toutes ces techniques d'effets spéciaux sur le verre, sur les pochoirs et tout ça, tout a été récupéré. Et en plus de ça, on va revenir sur le scénario français. C'est purement une écriture européenne. Jean Topin, Jean Chalopin, voilà, qui avait totalement écrit le scénario. Ça, c'est pas issu d'un roman ni quoi que ce soit ou d'une idée. C'est sorti de sa tête. Voilà, totalement nouveau. Donc rien que pour tout ça, c'est génial. En plus, dans la série, on a un léger filet fantastique parce que si tu te rappelles, à un moment, on a le bateau qui est voilà, les personnages découvrent un bateau qui a été créé par le peuple de Tao, comment ça s'appelle, le peuple de Mu. Voilà. Et on a un bateau qui est limite presque un vaisseau spatial. Voilà, on a les rames qui sortent, tout marche avec le soleil, donc on a un petit côté comme ça fantastique. Après, avec le faucon d'or là, le condor. Le condor, avec le condor pareil qui est une machinerie vachement moderne. Donc on a un petit filet comme ça fantastique, un petit peu à la Star Wars encore une fois. Donc écrit par les Français parce que voilà, c'est vraiment un scénario typiquement et je dirais européen. même qu'il y a un début d'Atlantis dans oui, c'est vrai. Dans le feuilleton. Ils te disent pas que c'est le peuple des Atlantes, mais c'est comme si le peuple de Mu a été par un tsunami détruit, donc il y a un début d'histoire comme ça sur l'Atlante, mais c'est pas exactement ça. Mais bon, voilà, il y a ce côté fantastique, comme tu dis, science-fiction. Et comme disait David il y a pas longtemps très très bien, à la fin de l'épisode, on avait donc un petit documentaire de 2 minutes, encore une fois raconté par le grand Jean Topard, voilà, la grande voix de Jean Topard qui expliquait les documentaires aux enfants, et c'était vraiment très très éducatif pour nous, voilà. Encore une fois, on était dans une génération où on nous prenait pas pour des cocos. Donc encore une fois, comme Ulysse 31
Les cités d'or étaient mis avant les jeux de 20 heures, donc on avait droit à 2 minutes d'épisode par soir, plutôt 3-4 minutes plutôt. Ouais, 5 minutes. Ouais. Et donc le dimanche, on avait droit à l'épisode complet en entier, et ça nous permettait encore une fois de nous faire de très très beaux rêves. Là, au lieu d'aller dans l'espace, on allait dans les pays Incas, etc. Oui, On s'évadait carrément à l'autre bout de la Terre. C'était extraordinaire. Pour en terminer, on avait encore une très très beau score, voilà, que David vous parlera encore plus en détail voilà, donc une très très belle musique, qui a enveloppé encore bien les images. Donc là, on est vraiment dans une des séries animées chéries des quarantenaires, quoi. Ah oui. Moi, je connais personne qui n'aime pas les cités d'or, quoi. C'est vraiment. Et c'est en plus multi-générationnel. Oui. Hein, je veux dire, voilà, c'est autant nous on apprécie, autant les nouvelles générations apprécient aussi, même si l'animation a énormément changé, même si on a fait beaucoup de progrès, ça reste quand même assez universel. Et donc, ils auraient essayé de refaire le coup au début des années 2000 en faisant une suite directe aux Cités d'Or, mais malheureusement la série n'était pas à la même, en tout cas n'avait pas la même qualité scénaristique que la première série, et pourtant Jean Chalopin était encore derrière, mais malheureusement là. Le scénario, ça ne suit pas, enfin ça suit, mais c'est moins bon. L'animation, par contre, est toute beauté. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup l'animation. Je trouve que c'est un peu europlanisé, quoi. Je veux dire, voilà. Oui, on sent moins le côté japonais. Beaucoup moins le côté japonais. Et puis la musique, c'est pas le score, il est pas extraordinaire. Ah oui, là, pour le coup. Et puis c'est un peu trop fouillé au niveau du scénario. Il y a beaucoup de personnages. Et puis il passe je crois qu'il me semble que c'est des Amériques qui passent au Japon. Enfin, voilà. Chine. Il y a eu énormément d'allers-retours. Et je sais pas, bon, il y a ce petit tout, et peut-être que aussi il y a le côté nostalgique qui joue, hein, faut pas oublier. Oui, non, mais c'était un coup d'épée dans l'eau. La série d'ailleurs n'a pas fait plus que ça, voilà. Ils étaient persuadés que ça allait marcher parce que la première série avait cartonné dans les années 80. Je crois qu'il y a eu 3-4 saisons quand même. Et donc il y a eu quand même 4 saisons, mais bon là, c'était un coup d'épée dans l'eau parce qu'elle est beaucoup moins bonne. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les Cités d'Or, donc voilà. Si vous devez aussi voir une série des années 80, voilà, en plus on peut trouver les coffrets facilement dans les Easy Cash, vous les trouvez à foison parce qu'ils ont sorti à grande échelle. Non, et puis il y a une édition Blu-ray collector. Oui, en plus. Ouais. Donc voilà, les Cités d'Or, donc était aussi un très grand monument de la série animée des années 70-80. Voilà, c'est par cette série donc qu'on va clore notre rétrospective de séries. Alors il y en avait plein d'autres. On aurait pu vous parler de Cobra, on aurait pu vous parler de Captain Flamme, on aurait pu vous parler, je sais pas, d'Albator, on aurait pu vous parler des Cosmocats. Des Cosmocats. Enfin bon, on a eu un nombre incalculable de séries animées qui ont chéri. Là, on frôle les 300-400 séries animées qu'on a eues dans les années 80, on était vraiment très gâtés. Donc voilà, c'est la fin de nos rétrospectives, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça t'a plu aussi, mon frère? Oh bah super. Voilà. Donc encore merci pour notre toute première vidéo qui avait cartonné. Voilà, on a fait, je crois, 160 vues. Merci beaucoup. Donc nous avons voulu refaire une deuxième vidéo, mais là vous parlez des séries animées qui ont chéri notre cœur de quarantenaire. Donc merci beaucoup. Donc on va vous dire le petit message de fin. Likez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous pensez de tous ces dessins animés qu'on vous a invoqués, ce que vous en pensez. Si vous comptez les voir, on vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.